Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce numéro d'Actu 7. Actu 7, l'émission qui fait le round-up de l'actualité, pour le dire en anglais, en compagnie de Georges Wenceslas Simbi-Aboké. Bonjour Georges. Bonjour Aziz, bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs et bon dimanche. Une actualité qui nous garde d'abord au Gabon où un mouvement anti-mesures gouvernementales contre le Covid-19 est né depuis quelques jours. On parle de concert de casseroles, mais c'est un mouvement, on s'en souvient, qui avait fait florès en Argentine il y a longtemps, mais un mouvement qui malheureusement a débouché sur des débordements et fait 2 morts. C'est ce mercredi 17 février 2021 que le mouvement de mécontentement face au couvre-feu imposé par le gouvernement a débuté. Les contestations de la société gabonaise face aux mesures prises, notamment le couvre-feu, se caractérisent par des bruits faits à l'aide d'ustensiles de cuisine contre des marmites, des tonneaux en fer, etc. Il s'agit donc là d'une manifestation purement pacifique, bien que très bruyante. Si le 18 février, la première ministre, Dame Osuka, avait déjà fustigé l'attitude inadéquate du peuple, selon elle, il n'en demeure pas moins que ce dernier a répété l'exercice le même soir. Dès 8 heures, les Gabonais ont fait un vacarme en frappant sur les objets cités plus haut. Il est indiqué que dans certains quartiers tels Akebeville et le PK8 de Libreville, des représailles de la part de la police auraient été expérimentées. Les citoyens, eux, qui se sont sentis lésés, ont vandalisé quelques espaces publics, comme on peut le voir dans des vidéos fusant sur la toile. Alors, il y a eu de nombreuses vidéos devenues virales. C'est un mouvement anti-mesures gouvernementales qui a été initié par des activistes sur les réseaux sociaux et qui semble avoir fait florès dans les principales villes du pays, mais avec des débordements, et on déplore 2 pertes en vies humaines. Et là se pose la problématique de la ligne de rupture entre les forces de l'ordre qui sont indexées et les populations. Oui, justement, on doit appeler le plus rapidement possible les forces de l'ordre à beaucoup plus de sérénité et demander que les populations certainement continuent leur protestation sans débordement. C'est un peu ce qu'on pourrait dire pour s'intercaler entre ces 2 groupes de personnes. Cela dit, il faut dire que c'est un mouvement qu'on retrouve dans bon nombre de pays, depuis que le coronavirus, je dois le dire, est en vogue. On retrouve par exemple en Afrique du Sud des Sud-Africains qui se déchaînent contre des fois des camions qui sont venus pour les tests et tout. On a vu comment en Côte d'Ivoire des populations de jeunes ont vandalisé des installations qui avaient été mises en place pour organiser le test. Aux États-Unis, c'est la même chose. Le pays est divisé en 2. Il y a les pro mesures barrières et puis les anti mesures barrières. En Allemagne également. Donc c'est un constat qu'on fait dans un certain nombre de pays et les Gabonais n'ont pas échappé justement à cela. Oui, mais depuis que cette mesure est venue durcir un peu les choses avec le couvre-feu désormais à 18 heures, on assiste à ce concert des casseroles chaque soir à 20 heures. Et on déplore bien malheureusement ce qui s'est passé avec la mort de 2 personnes et je crois un blessé quelque part. Un blessé de source crédible de la société civile, un blessé par balle, on ne sait pour l'instant dans quelles conditions, qui a été évacué par hélicoptère de Port-Gentil, la capitale économique du pays, vers Libreville, et on espère qu'il s'en sortira, touché par balle à la tête. Alors l'autre problème, Georges Aboké, et qui est également dénoncé par les partis politiques et la société civile, c'est cette facilité à faire usage de balles réelles pour réprimer des
des manifestations. Il faut dire au passage qu'il y a eu les interventions et déclarations d'abord du chef d'état-major qui a justement contredit la version populaire qui pointe la responsabilité de policiers dans cette affaire, et il y a eu le procureur de la République qui a ouvert une enquête. Il a été donc question dans la déclaration du procureur de faire absolument la lumière sur cette affaire. Maintenant, au fond, il y a quand même des actes de violence qui ont été observés, et là, encore grâce aux réseaux sociaux, qui ne s'expliquent pas, de citoyens qui sont dans un périmètre réduit, qui se trouvent à domicile et qui sont attaqués par les forces de l'ordre. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, en début d'intervention, moi j'ai dit qu'il faut tout de suite aller à l'apaisement et faire en sorte que les manifestants, puisqu'il y a un couvre-feu, restent chacun chez lui, et chacun doit pouvoir faire son concert, participer à ce concert, et puis demander aussi de l'autre côté aux forces de l'ordre de faire preuve de la plus grande sérénité, parce que les opérations de maintien de, comment on va dire ça, de la sécurité doivent se faire avec beaucoup de sérénité. Des fois, il y a des provocations, mais on ne doit pas donner dans la provocation, et c'est vraiment déplorable. Mais même lorsqu'on... Qu'il y a eu ces morts, mais même à supposer qu'il y ait... l'enquête, justement... Oui, à supposer qu'il y ait ce qui s'est passé. À supposer qu'il y ait de la provocation... c'est pour ça que je dis qu'il faut que les forces... il faut dire qu'à Port-Gentil, on a vu quand même des images de policiers qui encadraient, ça s'est vu aussi en dehors des débordements, dans un quartier de la capitale économique, qui encadraient des personnes qui tapaient sur les casseroles. Ce sont des images qu'on aurait aimé voir un peu partout. Malheureusement, c'est pas le cas un peu partout. Donc, mais qu'est-ce qui explique... Selon les quartiers, il y a des quartiers chauds, il y a des quartiers où les comment on va dire ça, les manifestants ne se contentent pas de taper que sur les casseroles. Dans le sujet qui a été diffusé, il y a eu quelques lieux qui ont été vandalisés. Bon, tout ça doit faire l'objet d'une mise en lumière, il est question de faire en sorte qu'on sache ce qui s'est exactement passé, parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc le procureur, il a joué son rôle, et il ouvre une enquête, et il serait bon que les résultats de cette enquête-là soient connus très rapidement, parce que c'est une situation qui est difficile, et il y a des appels à gauche et à droite, il y a certains qui en profitent pour dire un certain nombre de choses dures, des choses parfois qui vont à l'encontre du bon fonctionnement d'une république. Donc il faut que justement cette enquête-là donne ses résultats, et que les responsabilités soient bel et bien situées, pour que une protestation n'aille pas au-delà de la simple protestation. Non, mais oui, mais il y a justement les interrogations, c'est-à-dire que c'est certainement... Mais c'est l'enquête qui va... Oui, certainement qu'il y a des débordements qui ne sont pas tolérables, mais en même temps, est-ce que pour avoir enfreint la loi, la sentence, c'est la peine de mort? Est-ce qu'il faut se faire tirer? Est-ce que violer la loi pour un citoyen en faisant du bruit doit être sanctionné par... C'est bien pour ça que justement il faut attendre les résultats de l'enquête, parce que là, comme il y a eu mort d'homme, il est difficile d'aller dans des commentaires précis. Il faut attendre normalement que l'enquête livre ses secrets et donne des résultats clairs et nets dans lesquels les responsabilités devraient être bien situées. Vous l'avez souligné tantôt, Georges, les manifestations anti-Covid, on en a vu dans de nombreux pays, au Sénégal, partout. En Afrique du Sud, partout. Ouais. En tout cas, dans les pays où les mesures ont été très restrictives, eh bien, il y a eu des réactions, parce que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Oui, parce que maintenant, il faut rebondir. C'est-à-dire, là, on a la protestation des populations, protestation tout à fait justifiée, parce que les mesures prises pour contrer la propagation du coronavirus sont des mesures des fois difficiles à supporter.
Maintenant, l'on attend comment on va dire ça, la réaction de l'État, parce que il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir combler quelques déficits, certains déficits. Il faut que l'État puisse décider d'un certain nombre de mesures d'accompagnement, et c'est en cela qu'on attend justement le gouvernement gabonais, parce que il y a un certain nombre de citoyens, au-delà de la psychose, au-delà des problèmes psychologiques qu'on peut avoir en restant comme dans une cage tous les soirs, eh bien, il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux réels qui sont posés et auxquels le gouvernement gabonais a obligation de faire face. Alors le gouvernement, à travers la première ministre Rose Cristiano Souka qui s'est exprimée, elle a fait une déclaration, d'ailleurs à la suite de celle du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandon, une déclaration au cours de laquelle elle a annoncé le retour à la gratuité des tests anti-Covid qui coûtaient désormais 5 000 francs CFA et un renfort de bus gratuit également. On verra juste derrière si ces mesures sont bien reçues par l'opinion. Conscient des difficultés engendrées par cette pandémie, le gouvernement a pris la décision de rendre de nouveau gratuits les tests Covid, dont le coût était de 5 000 francs CFA. Par ailleurs, pour faciliter les déplacements des populations, le gouvernement a augmenté le nombre de bus en circulation et prorogé la mesure de gratuité des transports. Nous voulons tous que les restrictions soient levées. Et vite. Pour cela, nous savons, individuellement et collectivement, ce qu'il nous reste à faire. Hier soir, 2 sont décédés à l'occasion d'un mouvement de contestation de ces mesures de protection. La justice a été aussitôt saisie et une enquête est actuellement en cours. Je puis vous assurer que toute la lumière sera faite sur les circonstances de cette tragédie et la justice fera son travail. Il y a un constat qui a été fait par le gouvernement. Oui, mais là aussi, justement dans la forme et le fond, il y en a dans l'opinion aussi bien pour les partis politiques que la société civile qui ont considéré que ce discours avait été un peu fort parce que les populations ne sont pas accompagnées. Mais quand on vous dit que la propagation du coronavirus est en train de gagner en rythme et en nombre, eh bien, il faut des fois un discours fort, il faut prendre des mesures fortes pour tenter de freiner justement cette propagation. Et dans l'une des raisons qui vient expliquer la propagation, il y a une sorte, on a constaté pendant un certain temps, une sorte de laisser-aller au niveau des populations. Et donc, c'était une sorte de rappel à l'ordre en direction des populations, parce que bon... Mais on aurait pu commencer par distribuer des masques. On a tout entendu. On aurait pu commencer on a tout entendu en Afrique. Hein, on n'y croit pas, on y croit. C'est une vue de l'esprit. On a ce qu'il faut. Non, la maladie est réelle. Il y a les troncs de bananiers qui peuvent régler les problèmes, etc. On a tout entendu. Donc, il fallait qu'il y ait j'allais dire, ce coup de force pour réveiller un peu les uns et les autres. Mais il n'en demeure pas moins que la pharmacopée africaine, elle se montre efficace, peut-être pas à tous les coups. Comme on veut, d'accord. Voilà, mais toujours est-il que le nombre est en hausse. Est en hausse avec, comme on a dit, le variant
le variant britannique. Mais le variant britannique, selon certains tableaux, n'est pas présent pour l'instant dans la plupart des pays africains. On est un peu surpris, mais il y a aussi que... Mais des fois, il faut devancer les choses. Il y a aussi que le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé, par exemple... Il avait annoncé la distribution gratuite des masques. On n'en a jamais vu de gratuit dans les rues. Dans les rues peut-être. Bon, mais les gens, c'est bien de prendre des mesures fortes, mais il faut pouvoir accompagner les gens. On a vu par exemple au Sénégal des policiers distribuer gratuitement des masques aux gens. C'est en cela que je disais tout à l'heure que maintenant il revient au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures d'accompagnement. Parce que même quand on circule dans les rues, on voit certes des personnes qui portent des masques, mais certains masques quand même, devant certains masques, on devait mettre des points d'interrogation concernant leur efficacité. Donc c'est une affaire qui suit son cours, c'est-à-dire les populations ont le droit de protester et l'État, dans un premier temps, interpelle les uns et les autres sur, comment on va dire ça, sur une sorte de laisser-aller qui concerne tout le monde, hein, et les autorités et les citoyens. Et puis maintenant, bon, il faut, dans la suite, dans la foulée de ce qui est en train de se dérouler, il faut un certain nombre de mesures pour accompagner justement ces décisions qui sont prises qui limitent les libertés, donc qui permettent de limiter également la propagation. Donc il faut accompagner tout cela d'un certain nombre d'autres mesures au niveau financier, au niveau économique, au niveau social. On a vu quand ça avait commencé l'année dernière, il y avait des distributions de denrées alimentaires, etc. Ça avait viré au fiasco. Est-ce que le gouvernement va revenir à cela? Je crois que les expériences du passé vont servir et donc il faut s'attendre dans les jours qui arrivent à ce que des décisions soient prises pour faciliter la vie à un certain nombre de citoyens. On a parlé des transports. Sur les transports, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça permettra de régler en partie le problème? Bon, ben, on verra bien. Mais il revient au gouvernement d'apprécier de façon saine, comme on dit, la situation et de donner des réponses qui seraient des réponses aux difficultés des citoyens. Et justement, cette première phase avec la distribution de vivres qui avait été aussi critiquée par... tout est critiqué. Hein. Oui, tout est critiqué. Tout fait l'objet de oui, mais ce qui avait été critiqué pour cette fois, si je ne m'abuse, c'est l'image triste qui avait été envoyée à l'opinion à travers de gens qui recevaient des sachets de vivres, un peu comme des nécessiteux. C'était en tout cas des images qui avaient choqué. Il était question de soutenir les plus en difficulté. Oui, mais pas en donnant de cette façon. C'est-à-dire qu'un gouvernement ne donne pas de cette façon. Dans l'application des choses, dans l'exécution des choses, maintenant il faut regarder comment ça se fait. Il y a des gens qui sont pour faire des démonstrations, alors que bon, il s'agissait de venir en aide à des citoyens en difficulté. Nous allons en République démocratique du Congo, cette fois, où un nouveau Premier ministre a été nommé, un Premier ministre âgé de 43 ans qui occupait jusqu'à présent les fonctions de directeur général de la GECAMIN. Michel Sama Lukandé est considéré par beaucoup comme la surprise du chef. À en croire de nombreux sites d'information congolais, il n'était pas l'homme le plus attendu au poste. Cet ancien directeur de la GECAMIN, Société nationale chargée de la gestion des mines de la République démocratique du Congo, âgé seulement de 43 ans, a été préféré à plusieurs poids lourds de la scène politique congolaise, membres de la nouvelle Union sacrée. Certaines sources ont avancé que c'est Moïse Katumbi Chapwe qui était pressenti à ce poste, mais ce dernier aurait décliné l'offre. Le nouveau Premier ministre de RDC devra, dans un contexte tendu, former un nouveau gouvernement restreint avec de grands défis à relever. La situation économique de la République démocratique du Congo est, comme dans de nombreux pays africains, marquée par la pandémie de Covid-19. N'oublions pas un autre aspect très important, la sécurité au Nord Kivu.
Sama Lukonde Kyenge, nouveau Premier ministre de République démocratique du Congo, ancien directeur général de la GECAMINE, la société qui gère les mines de RDC depuis toujours. C'est un défi osé au milieu de toutes ces personnalités politiques, choisir quelqu'un qui peut être considéré comme un technocrate. Oui, c'est un technocrate. Il est jeune, il a 43 ans, il est ancien directeur général de la GECAMINE, mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été ministre de comment on va dire ça, de Kabila. Et donc, on est un peu perdu dans son parcours, parce que quand on regarde comment il a avancé pour être aujourd'hui Premier ministre, bon, il a fait beaucoup en tout cas, il n'a pas utilisé la ligne droite parce que il est entré en politique, il a été ministre de Kabila, il était ensuite le collaborateur direct de Moïse Katumbi, et puis là, il entre dans l'Union sacrée. Bon, on va dire que le processus de mise en place de l'Union sacrée est presque à son terme avec la nomination de ce Premier ministre. C'est bon qu'il soit jeune, qu'il soit frais, mais on est un peu quand même étonné de la façon dont il a évolué. Bon, on verra bien si maintenant il va aller en ligne droite ou bien faire des sorties de route sur les côtés et puis ensuite se retrouver en avant. Toujours est-il que, bon, c'est un défi qui est lancé de cette façon à la jeunesse congolaise, et il lui revient de former un gouvernement pas du tout pléthorique, parce que avec celui qu'on avait avec son prédécesseur, c'était une soixantaine de ministres, vice-ministres et tout ça. C'était le partage du gâteau. Maintenant, il est question pour Félix Tshisekedi de se mettre au travail avec un technocrate. Donc, on voit un peu l'orientation de la chose. Il est question de travailler, parce que les défis concernant ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo sont nombreux. Défis économiques, il faut maîtriser. Bon, je pense qu'il connaît le secteur. Il faut maîtriser tout ce qui est mine, parce que le Congo est un pays très riche. Il faut maîtriser cela. On a vu des avions, des embarcations qui partent avec des richesses sans contrôle, sans rien du tout. On sait que le Congo est producteur de cuivre, de cobalt, je sais pas, de diamants. C'est un pays riche à tout point de vue. Donc, il faut montrer maintenant qu'avec ces richesses-là, on peut faire avancer le pays. On peut également régler le problème de la sécurité, parce que c'est un problème qui perdure malgré la présence des forces de l'ONU. Et donc, les défis sont nombreux et on va les juger. Ils seront jugés à leurs résultats. Et les problèmes de sécurité vont être résolus certainement en collaboration avec les voisins qui sont impliqués. Absolument, notamment le Rwanda, l'Ouganda. Oui, qui sont tout juste à côté, et des pays à partir desquels souvent partent des opérations qui viennent déstabiliser une partie de ce Congo-là. Et nous attendons toujours la nomination de cette nouvelle équipe, des consultations qui vont prendre encore peut-être quelques jours. Absolument, puisqu'il s'agit d'une nouvelle coalition. Donc, dans une coalition, on essaie de contenter les différentes composantes. L'Union sacrée, donc cette coalition qui s'appelle l'Union sacrée, bon, doit être à l'œuvre, et elle le sera, parce que bon, l'on devra distribuer un certain nombre de postes à tous ceux qui ont permis que cette union sacrée se mette en place, pour que le président Félix Tshisekedi puisse avoir les mains franches pour diriger ce pays. En Libye aussi, il y a un nouveau Premier ministre, mais la Libye est un pays très riche également, gros producteur de pétrole. Est-ce que ce sous-sol riche et ces matières premières constituent donc un obstacle à la paix en Libye? On va essayer d'y répondre. En Libye, Abdelhamid Djeba, l'homme d'affaires choisi par une plateforme composée de 75 groupes de Libyens parrainés par l'ONU,
du pain sur la planche et le Premier ministre et le Conseil présidentiel, désigné en même temps que lui, multiplient les rencontres pour former un nouveau gouvernement. La guerre déclenchée au printemps de 2019 par le maréchal Khalifa Haftar contre ses ennemis du gouvernement d'union nationale de Tripoli a laissé des traces profondes. Les familles ne peuvent plus rentrer chez elles. La situation économique déjà désastreuse à cause de la crise financière s'est aggravée avec la crise sanitaire du coronavirus. Un gouvernement doit être formé et soumis au vote du Parlement élu à Tobruk au plus tard le 26 février 2021. Le président du Conseil présidentiel, Mohamed Menfi, va de région en région, y compris dans le camp adverse, pour rencontrer l'ennemi Haftar. Une approche aussi critiquée que saluée. L'un des dossiers chauds, c'est le partage des ressources issues du pétrole. Dès la fin de la guerre de 2011, l'Est et le Sud libyens ont réclamé un partage plus équitable des ressources et une gestion plus transparente. La guerre de 2019 visait à contrôler les institutions du pétrole, à commencer par la Compagnie nationale. Rien, en tout cas, ne se décidera sans un gouvernement pleinement souverain sous un territoire réunifié. Citre, la ville de renaissance de Muammar Kadhafi, où il fut tué en octobre 2011, refait parler d'elle. Délaissée après la révolution, prise par Daesh, reprise par Misrata, elle est au cœur des enjeux sécuritaires et énergétiques car, non loin de là, se trouvent les principaux terminaux pétroliers. Des opérations de déminage prévues par l'accord de cessez-le-feu entre les deux camps ont commencé à Citre. Mais cela ne suffit pas à ramener la paix. Il va falloir beaucoup d'efforts et on rappelle que le nouveau Premier ministre Abdelhamid Deba a été reçu en Égypte il y a 48 heures par le président Abdel Fattah al-Sisi. Comment Georges Aboké arriver à résoudre cette équation parce qu'il y a, on le rappelle, dans le pays de nombreuses tribus qui étaient très bien gérées par le colonel Kadhafi. Une chose est claire, c'est que le spectacle que donne la Libye à voir aujourd'hui est un spectacle lamentable. La Libye qui était en pointe il y a quelques années en matière de panafricanisme et tout, aujourd'hui c'est un pays en lambeaux. Et la grosse difficulté qu'il va falloir surmonter, c'est la maîtrise des richesses pétrolières. C'est-à-dire cette richesse-là est à la base justement du grand déchirement que connaît ce pays. Et derrière chaque faction, tout le monde le sait, il y a des pays qui viennent sans vergogne, qui viennent pour tout simplement exploiter le pétrole. Et c'est tout ça qui rend difficile la remise sur pied de la Libye. On espère que ce nouveau Premier ministre va faire preuve du plus grand leadership, parce qu'il faut pouvoir s'élever, il faut pouvoir faire taire un certain nombre de dissensions et aller résolument à la paix. Ça, c'est pas très évident, parce que justement les factions ont chacune d'elles des soutiens et non des moindres, de grands soutiens liés à l'exploitation du pétrole. Donc on espère que la Libye est en bonne voie, pour retrouver la paix, mais ça va se faire avec beaucoup d'accrocs. Il va falloir ramener un certain nombre de factions à la table de négociation, et là encore, il va falloir faire en sorte que tout le monde soit contenté. Alors, pour contenter tout le monde ne sera pas facile. Il est question de revoir la distribution du brut. Il y a des zones dans lesquelles, les régions dans lesquelles il y a plus de pétrole que d'autres. Comment arriver à régler ce problème alors que, comme vous l'avez souligné tantôt, il y a de nombreuses grosses puissances tapies dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Oui, il faut absolument qu'il y ait un pouvoir central qui arrive à s'installer. Voilà, c'est aussi ce pouvoir central arrive à s'installer et à une maîtrise de l'environnement géographique déjà. Bon, ce serait un grand pas.
Alors il y a l'appui, semble-t-il, de la première puissance militaire arabe, donc l'Égypte. Ah oui, l'Égypte, la Turquie, les États-Unis, tout le monde est présent. Et il semble que le nouveau Premier ministre ait également apprécié du Caire le rôle de l'Égypte pour la réconciliation en Libye pourrait être déterminant. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux experts. Et juste à côté, pas loin de la Libye, nous avons en Algérie le président Abdelmadjid Tebboune qui a décidé finalement de dissoudre le Parlement et d'organiser des élections anticipées. C'était le 18 février 2021, lors d'un discours à la nation, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé qu'il allait procéder à un remaniement ministériel dans les 48 heures et qu'il allait aussi dissoudre le Parlement et appeler à des élections anticipées. Autre temps fort de son discours, la grâce présidentielle accordée à une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été prononcée. Ce sont donc au total près de 60 personnes qui rejoindront leur famille selon le président algérien. Cette mesure intervient à quelques jours du second anniversaire de la naissance du Hirak. Sur le plan sanitaire aussi, le président algérien a annoncé que son pays serait à mesure de produire un vaccin russe contre le coronavirus d'ici 6 mois. Sur la même lancée, le ministre de la Santé entend faire vacciner 20 millions d'Algériens, soit 70% de sa population d'ici la fin de l'année. Quelques 70 personnes sont actuellement emprisonnées en Algérie en lien avec les protestations du Hirak et les libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus. Avec la dissolution annoncée du Parlement, les élections législatives prévues en 2022 devraient donc avoir lieu d'ici la fin de l'année. De retour il y a une semaine d'Allemagne, où il était soigné pour des complications post-Covid, Abdelmadjid Tebboune a eu depuis des consultations avec 6 formations politiques, dont les formations de l'opposition. Le chef de l'État n'a toutefois pas reçu les 2 partis majoritaires au Parlement, le Front de Libération Nationale, le FLN, et le RND, le Rassemblement National Démocratique. Très impopulaire à raison de leur proximité avec l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika. On approche de l'anniversaire du Hirak, le mouvement qui avait conduit à la chute du président Bouteflika, et cette décision de son successeur Abdelmadjid Tebboune de dissoudre le Parlement, est-ce qu'elle n'est pas une manière de gagner du temps ? Une manière de gagner du temps, peut-être non, parce que c'est une possibilité de renouvellement justement des représentants du peuple et faire en sorte que la grogne qui ne s'est pas tue, justement grogne provenant de ce mouvement Hirak, comment on prononce Hirak. Oui, de ce mouvement, eh bien, soit le moins audible possible, parce que c'est vrai que Bouteflika n'a pas pu être candidat. C'est vrai qu'il y a eu de nouvelles élections, etc. Mais la rue n'a pas arrêté de gronder. Et donc, il y a toujours un certain nombre de revendications. Et cette décision de dissoudre le Parlement doit pouvoir permettre de recomposer un peu l'Assemblée nationale et de faire en sorte qu'il y ait une prise en compte justement des revendications de la rue et faire en sorte que ces revendications-là soient de moins en moins audibles, parce que bon, il faut que ça s'arrête un jour pour que le gouvernement puisse se mettre à travailler, parce que entre les manifestations, les arrestations, les procès et tout ça, bon, l'Algérie avait du mal à se retrouver. Donc progressivement, le président Tebboune est en train de faire en sorte que bon, l'on lorgne un peu du côté de la rue pour lui donner satisfaction à un certain nombre de plaintes. Parce que lorgner du côté de la rue. Oui, parce que la rue le dit, la rue le dit. Seulement, la plupart des hommes qui sont là sont des hommes de l'ancien système. Donc, il est question peut-être de. Mais c'est quand même curieux un renouvellement. C'est quand même curieux qu'ils ne s'en soient pas rendus compte au départ. Mais non, la rue n'a jamais. Non, pas la rue, mais on veut parler du gouvernement, enfin du président de la République qui a décidé de dissoudre le Parlement.
c'est une recomposition progressive, j'allais dire, parce que il va être difficile dans un pays de tourner comme ça la page, de mettre tous ceux qui composent la classe politique à un moment donné, de les mettre à l'écart et puis de retrouver, je sais pas qui, des hommes nouveaux. Et là, la possibilité qui est donnée maintenant au président de faire en sorte qu'il y ait un bon mix avec des anciens et certainement des hommes nouveaux. Donc il fallait d'abord contenir les anciens, organiser les élections, monter un gouvernement, etc. L'Algérie, vous le savez, c'est comme un volcan qui est en permanence en ébullition, et donc il faut surveiller ce volcan-là. Un volcan à surveiller, un autre volcan au Sahel, avec la situation sécuritaire dans la plupart des pays qui est de plus en plus complexe. Et le sommet du G5 Sahel tenu dernièrement, au cours duquel il a été décidé par le Tchad de déployer 1200 soldats supplémentaires dans la zone du Sahel. L'envoi de soldats tchadiens avait été initialement annoncé il y a un an lors du précédent sommet de Pau dans le sud-ouest de la France. Mais l'opération avait été retardée par la menace djihadiste grandissante sur les bords du lac Tchad et par un désarroi entre N'Djamena et ses partenaires sur les modalités et notamment financières de ce déploiement. Le président tchadien Idriss Déby Itno a donc annoncé lundi 15 février 2021 l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières Mali, Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes à marge du sommet des 5 pays du G5 Sahel avec la France en N'Djamena. Cette annonce intervient au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire mais aussi politique de son engagement au Sahel vieux de 8 ans. Cependant, la pandémie du coronavirus et le besoin de sécuriser la zone du lac Tchad avaient poussé N'Djamena à repousser cette opération. En mars 2020, Idriss Déby Itno avait mobilisé ses forces de défense pour lancer l'opération Colère de Boma qui a permis de neutraliser environ 1000 terroristes de la secte Boko Haram en quelques semaines selon le bilan fourni par l'armée. La nouvelle opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action militaire dans une zone qui a concentré ces dernières années l'essentiel des attaques des groupes djihadistes dans le Sahel. Située entre le Mali, le Niger et le Burkina, la zone dite des trois frontières. Pour rappel, depuis 2013, le Tchad est l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les succès militaires obtenus, entre autres au Mali, et plus largement sur le front très complexe de la lutte contre le djihadisme ont permis à l'armée tchadienne de renforcer sa réputation auprès de l'opinion publique ouest-africaine. Le sommet du G5 Sahel qui a été abrité par le Tchad le 15 février dernier, un sommet de plus, Georges Aboké. Il faut que les pays concernés se retrouvent et il faut qu'il y ait de plus en plus de pays qui participent à ce genre de sommet parce que on l'a vu, les menaces d'opérations terroristes sont en train de descendre sur la côte. Elles ne touchent pas que le Sahel. Donc il faut que de plus en plus de pays prennent part à ce genre de rencontre où on vient réfléchir à comment juguler ce fléau. Mais moi, comment je vais dire ça, il serait bon que les réflexions ne débouchent pas seulement sur des opérations militaires. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a d'autres orientations, justement d'autres voies qu'il serait intéressant d'emprunter, notamment au niveau de la justice sociale. Quand on parle de justice sociale, eh bien c'est tout un ensemble. Il faut que on fasse en sorte que l'économie marche, que dans des différents pays, il y ait cette justice-là, que les gens se sentent intégrés à tous les mouvements à toutes les actions de développement. Parce que tout le monde le sait encore une fois, on ne recrute que dans les jeunes qui sont désœuvrés pour alimenter les troupes du terrorisme
terrorisme. Donc, c'est vrai, on doit mettre l'accent sur les opérations militaires, et c'est en cela que le Tchad montre sa détermination en injectant 1200 soldats, mais il ne faut pas qu'on oublie que la lutte contre le terrorisme va aussi dans d'autres sens, notamment l'organisation de l'école, la compréhension même de la religion, etc. Et donc, il y a beaucoup d'autres actions qu'il faut mettre en route, et ces sommets-là ne devraient pas se contenter de parler que de questions militaires. Et il y a justement des programmes qui tiennent compte de ce que vous venez de relever comme aspect, qui sont élaborés avec, bien sûr, les savants de la communauté musulmane pour une meilleure compréhension des textes et de la religion musulmane. Nous allons, après le sommet du G5 Sahel, revenir au Gabon, où, sur le plan économique, bien que cela soit lié à la pandémie de Covid-19, parce que la situation économique, son amélioration va dépendre de la riposte à la pandémie, eh bien, au Gabon, où 20 task force ont été mises en place pour, selon le gouvernement, rattraper une dizaine d'années de retard en plusieurs domaines. Le Gabon met en place 20 task force pour réaliser son plan d'accélération de la transformation économique 2021-2023. Un arrêté du Premier ministre indique que la nomination des chefs de projet est répartie selon les secteurs. Ainsi, dans le volet économique, les domaines visés sont la stratégie gazière, l'optimisation de la gouvernance du secteur pétrole, la consolidation de l'amont forestier, la filière pêche tonnière, la réforme foncière, la réforme du cadre des affaires, la promotion des investissements privés, la rationalisation des services publics personnalisés et des autorités administratives indépendantes et le règlement de la dette intérieure. Au plan social, les task forces constituées vont travailler sur la refonte des programmes pédagogiques et des curricula de formation, l'ouverture des centres de formation professionnelle, le programme de facilitation à l'emploi, la mise à niveau des soins primaires et la mise en place d'un système national d'information sanitaire. Le groupement des task force au plan transversal va s'occuper de l'accélération des investissements dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, la structuration des investissements en infrastructures numériques, la digitalisation de l'administration, la relance des chantiers immobiliers, la maîtrise de la masse salariale et le suivi du programme routier prioritaire. Le plan d'accélération de la transformation 2021-2023 vise, selon le gouvernement, à accélérer la transition vers l'après-pétrole en activant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. En présentant ce plan en janvier dernier, le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda a indiqué que son objectif est de rattraper le retard accusé dans la transformation du Gabon au cours des 12 dernières années. Cette mission s'étale sur les 36 prochains mois dans un contexte de restrictions budgétaires et en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur l'économie nationale. Georges Aboké, le gouvernement annonce la mise en place de 20 task force. Bon, et déjà, on dirait que c'est normal. Il y a des réactions pour dénoncer un discours de campagne électorale, enfin une approche de campagne électorale prématurée en raison de l'échéance de 2023. Certainement, mais moi j'ai peut-être une autre interrogation, c'est qu'est-ce qu'on a fait du PSGE, le plan stratégique Gabon émergent, si aujourd'hui le Premier ministre décide qu'on doit rattraper un retard de 12 ans et quand on regarde 20 task force, ça veut dire que c'est toutes les préoccupations concernant le pays qui sont prises en compte. Donc on va réfléchir là maintenant pour faire de nouvelles propositions. Donc, d'où ma question, qu'est-ce qu'on a fait du PSGE, le plan stratégique Gabon émergent, dans lequel il y avait un programme avec
tout ce qui a été cité justement concernant les différents secteurs sur lesquels les 20 task force vont travailler. Alors c'est une interrogation. A-t-on tiré un trait sur le PSGE? Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a tiré de l'exécution de ce programme? Quels sont les points à consolider, etc. Bon, le gouvernement est muet là-dessus et bon, c'est un gros point d'interrogation. On veut relancer l'économie, certes. C'est vrai que dans le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent, là, on a parlé beaucoup de la diversification de l'économie. On a beaucoup relevé que le pétrole se vendait mal. Jusqu'aujourd'hui, se vend mal. Depuis 2014, il y a une mévente du pétrole, d'où la volonté de transformer l'économie. Et là, on retrouve pratiquement les mêmes objectifs, mais peut-être dans des orientations différentes. On va refaire la réflexion. Je pense qu'on doit passer à l'exécution des comment on va dire ça, des mesures qui avaient déjà été arrêtées, mais dans tous les cas, c'est un nouveau gouvernement qui est en place et donc qui a besoin de l'autre problème, Georges, trouver ses marques également. Et l'autre problème, Georges Aboké, vous le soulignez tantôt par rapport au pétrole, c'est que en avril 2020, les pays membres de l'OPEP ont tous été signataires d'un accord qui a fixé les quotas de production pour essayer de relever le prix du baril. On a vu d'ailleurs au Gabon le ministre nigérian envoyé spécial de l'OPEP. Ça montre que pour les pays, par exemple de la CEMAC, qui tirent leurs principaux revenus du pétrole, c'est on n'a pas encore tourné. Ça va être difficile. Et comment justement générer des ressources fraîches et disponibles pour arriver à financer tous ces projets? Est-ce qu'on va justement uniquement s'appuyer sur l'endettement? Pas que sur l'endettement, mais justement, et en plus, pour compléter votre question, tout va se faire dans un contexte difficile avec aujourd'hui le coronavirus. Donc les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles. Et donc c'est en cela que le gouvernement a décidé d'ouvrir les choses et de s'engager dans la réflexion avec les task force qui sont mises en place jusqu'à 20. Donc c'est pratiquement tous les secteurs de la vie économique et sociale qui sont prises en compte dans ces différentes réflexions. Il faut espérer que cela va donner lieu à de bonnes propositions pour que justement le coronavirus et ses effets soient amoindris, mais aussi que l'on passe résolument à cette économie diversifiée, à cette économie après ce qu'on a connu avec le pétrole. Donc c'est une équation assez difficile à régler au niveau du gouvernement, mais comme on dit, toute chose commence par la réflexion et donc on espère que cette réflexion va donner de bonnes mesures et que ces mesures, eh bien, l'État, le gouvernement aura les moyens justement de les mettre en route, de les mettre en œuvre, parce que, eh bien, c'est un contexte, comme on le disait, très difficile, déjà rendu difficile avec la mévente du pétrole et maintenant avec les complications, les conséquences du coronavirus. Et il y a en République démocratique du Congo ce naufrage qui a coûté la vie à une soixantaine de personnes sur le fleuve Congo il y a quelques jours. Un naufrage qui vient rappeler les gros problèmes de sécurité dans les transports qui sont récurrents. L'embarcation qui a fait naufrage était surchargée et naviguait la nuit. Il s'agit d'une baleinière qui avait à bord environ 700 passagers, a indiqué dans un tweet ce mardi Steve Mikayi, le ministre congolais des Affaires humanitaires, même s'il n'y a pas d'unanimité sur le nombre de passagers. Selon un bilan officiel, l'accident qui a eu lieu dimanche soir dans la région de l'Équateur a fait 60 morts et 200 disparus. À en croire plusieurs sources, le bateau naviguait de Kinshasa, la capitale, à Mbandaka, lorsqu'il a chaviré à une vingtaine de kilomètres de Kinshasa. Ces accidents sont fréquents sur le fleuve Congo, séparant Kinshasa et Brazzaville.
Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour fixer les responsabilités de cet énième accident mortel. Les recherches se poursuivent, mais il y a de moins en moins d'espoir de retrouver des survivants, selon de nombreux riverains. Georges Aboké, ça pose le problème d'abord de la responsabilité de ceux qui sont chargés de gérer ces transports. Donc, la responsabilité de l'État. L'État est souverain. L'État délègue ses pouvoirs à certaines entités. Et il est bien dommage que l'on assiste à ce genre d'accident. Un bateau avec des naufragés, 60 morts, 200 disparus, ça fait beaucoup. Ça fait même trop. Et il est temps que nos États prennent leurs responsabilités devant ce genre de situation. C'est vrai, cela veut dire qu'il y a des carences en matière d'organisation des transports. Vous l'avez relevé dans votre sujet. Pour franchir le fleuve Congo, eh bien, c'est difficile et on voit souvent des images de citoyens entassés, donc en sureffectif dans des embarcations, et ces embarcations ne présentent aucune garantie au niveau sécurité. Et ça me fait penser à comment on va dire ça, à un naufrage qu'on a suivi il y a quelques années au Sénégal, le Diola, et dans un certain nombre de pays où se trouve, où on a la mer ou des grands fleuves, eh bien, c'est malheureusement chose courante, et il est temps que nos différents États prennent leurs responsabilités pour ne pas qu'on voit de façon un peu trop régulière ce genre de naufrage. Écoutez, l'enquête a été ouverte, on espère qu'elle livrera ses conclusions rapidement. Et nous voici à la Cour pénale internationale maintenant, où Fatou Bensouda, qui a été procureur pendant plusieurs années, a été remplacé par Karim Khan, élu au poste. Karim Khan est le prochain procureur général de la Cour pénale internationale, un poste exposé qui vaut à la titulaire actuelle Fatou Bensouda d'être sous sanction américaine. Le vote de ce dernier a eu lieu le 12 février 2021 par l'ensemble des représentants des pays membres de la CPI. Karim Khan a été choisi face à 3 autres candidats européens au deuxième tour du scrutin, remportant ainsi 72 voix sur 122 exprimées. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Lors de cette enquête, il avait appelé à des procès à ceux qu'ont connus les dirigeants nazis à Nuremberg. Il succédera le 16 juin prochain à la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda, qui a mené des enquêtes controversées, notamment sur le conflit israélo-palestinien ou encore sur l'Afghanistan. Karim Khan a été avocat de la défense dans de nombreuses affaires de la Cour pénale internationale, y compris le fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saïf el-Islam. Il a d'abord fait ses armes en droit international à l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il a été conseiller juridique au bureau du procureur. Il est ensuite passé à la défense et a représenté le vice-président kenyan William Ruto devant la CPI. L'an dernier, l'administration de l'ex-président républicain américain Donald Trump avait pris pour cible Fatou Bensouda et un autre responsable de la CPI, leur imposant des sanctions, notamment une interdiction de voyager et un gel de leurs avoirs à raison d'une enquête sur des crimes de guerre américains présumés en Afghanistan. Les premières responsabilités du nouveau procureur général de la CPI consisteront à décider des prochaines étapes de l'enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan et de l'enquête particulièrement controversée sur le conflit israélo-palestinien de 2014 à Gaza. Karim Khan, 50 ans, successeur de Fatou Bensouda. Karim Khan qui prendra fonction le 16 juin prochain. Fatou Bensouda remplacé. Quelle leçon tirée de son passage
à la tête de la Cour pénale internationale? Alors, on a le temps de voir s'installer Karim Khan, mais on va s'arrêter sur Fatou Bensouda. Les Africains, habituellement, sont enthousiastes, sont heureux quand ils apprennent l'arrivée à certains postes importants, d'institutions importantes internationales, de ressortissants africains. Mais on a vu au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale, eh bien, on peut dire que Fatou Bensouda ne fait pas du tout l'unanimité. Elle a eu un mandat plutôt mitigé et ce qui reste dans la plupart des esprits, c'est que bon, elle s'est attaquée chaque fois aux faibles, notamment aux Africains, et puis on se souvient, et ça a été souligné dans le sujet qui a été diffusé, les plus forts, notamment les États-Unis, lui ont tenu tête et là, elle n'a rien pu faire parce que elle avait quand même relevé des situations graves, mais elle n'a pas pu aller plus loin parce que les États-Unis avaient en leur main également des dossiers, je crois, qui l'ont empêché d'aller plus loin que la dénonciation. Alors donc on se retrouve avec un mandat qui a fait que de nombreux Africains n'ont pas été satisfaits des résultats mitigés, comme je le disais. De nombreux Africains attendaient que Fatou Bensouda s'attaque également à des problèmes dans le monde occidental, dans les grands pays, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Et chacun a l'occasion de se rappeler une histoire la concernant. Et le gros problème, c'est que il y avait un peu trop d'histoires de corruption, de pots de vin, etc., autour d'un certain nombre d'affaires gérées par la CPI, et ça, vraiment, c'était pas en son honneur. Y compris lors du mandat de son prédécesseur, Moreno Ocampo. Voilà, pareil. Et donc, on espère qu'avec Karim Khan, ça va être beaucoup plus clair et net. Et les États-Unis, par exemple, l'un des plus grands pays de ce monde-là, ils ont décidé de mener la vie dure plutôt à la CPI. On espère que les choses vont être beaucoup plus claires pour ramener le maximum de pays à cette Cour pénale internationale. Écoutez, c'est le vœu certainement de la majorité des Africains. C'est sur ce sujet que nous refermons ce numéro d'Actu 7. Georges Aboké, le journal Pays d'aujourd'hui nous conduit au Burundi. Ou bien le pays du tam-tam sacré, comme on l'appelle. Voilà, le pays des grands tambours. On va aller au Burundi, on va voir comment ce pays avance depuis le décès de Pierre Nkurunziza. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, de nous avoir suivis. Merci également de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.